La Russie est-elle prête à tout après l'annonce par les États-Unis de l'usage libre par les Ukrainiens pour frapper avec les attaques MS en Ukraine? Il y a des développements que nous allons suivre très attentivement ce soir, par exemple ce sabotage de câbles qui relie la Lituanie à la Suède. Et vous allez nous expliquer, Didier François, à quel point ce pourrait être un sabotage russe. Il fait suite à un autre sabotage, cette fois au large de la Finlande. Mais d'abord, Zelensky qui ne se laisse pas intimider, au contraire, il va sur le terrain, Émilie. Oui, c'était il y a encore quelques heures. Vous allez le voir sur ces images. Il était en visite à Kupiansk. C'est au nord-est de l'Ukraine. C'est l'un des points chauds du front. Évidemment, on a appris la nouvelle après sa visite sur le terrain, comme bien souvent. Et quelques heures plus tôt, eh bien, il était sur un autre point chaud. Il s'est rendu à Pokrovsk auprès de ses troupes qui défendent en ce moment même ardemment la ville. On le rappelle, c'est ce nœud logistique dans le Donbass dont l'armée russe cherche à s'emparer depuis des semaines, voire des mois. Le lieu est très risqué car la Russie progresse de plus en plus dans cette zone. Écoutez le président ukrainien sur la situation sur place. Ici à Pokrovsk, la situation est tendue. Je sais que c'est seulement grâce à votre force que l'Est n'est pas complètement occupé par la Fédération de Russie. L'ennemi reçoit une réponse quotidienne de votre part et de celle de vos camarades. Je vous prie de leur transmettre ma grande gratitude au nom de tout le peuple ukrainien. Un mot sur cette ville de Pokrovsk, tellement symbolique. 100 fois, certains ont prédit sa chute et 100 fois les Ukrainiens ont tenu. Oui, alors ils ont tenu parce que, en fait, ils ont fait une défense absolument héroïque dans un petit village qui est juste en dessous de Pokrov et qui s'appelle Kurachovo. Et alors, c'est là que les Russes avancent et ce sacrifice des combattants de la ligne de front a permis de gagner ce temps absolument indispensable pour renforcer les défenses de Pokrovsk. Et c'est exactement ça qu'est allé voir le président Zelensky. Il était à 8 km de la première position russe dans de nouvelles tranchées et de nouvelles positions fortifiées qui sont en train d'être creusées pour donner justement à Pokrov cette défense supplémentaire dont elle a besoin parce qu'elle est vraiment très menacée aujourd'hui par les Russes. Et donc c'est vraiment ça que le président est allé voir. Il est allé avec ses soldats, avec les brigades qui combattent là-bas. L'enfer, pardon. Hein. Oui, on va parler dans quelques instants du fait que beaucoup d'Ukrainiens ne veulent pas se battre. Certains se battent très courageusement, beaucoup fuient, beaucoup vont aller chercher de force. On comprend là que beaucoup savent qu'ils vont mourir quand ils se battent dans cette région-là. Cette région-là, c'est une des pires aujourd'hui. C'est là que les Ukrainiens subissent le plus de pertes. Voilà, c'est de la bataille dans des tranchées qui sont martelées en permanence par les fameuses bombes planantes, ces bombes qui sont lâchées par des avions et qui détruisent tout sur leur passage. C'est vraiment héroïque la bataille qui est menée là-bas. Il est d'ailleurs allé un jour qui n'est pas totalement un jour anodin, c'est le jour des sergents en fait, c'est le jour des sous-officiers. Et c'est très important parce que ces sous-officiers, c'est vraiment, particulièrement dans l'infanterie, c'est là ils ont du mal à recruter. C'est vraiment ces combattants dans les unités qui sont les plus durs, qui sont au contact immédiat, c'est ceux-là qui tiennent la ligne de front. C'est pas les gens qui sont dans les drones, c'est pas les gens qui sont dans la logistique, c'est pas les gens qui font toutes les grandes manœuvres. Ce sont ces fantassins enterrés qui, au jour le jour, subissent les obus et les bombes et tiennent mètre par mètre. Alors malheureusement, ils sont obligés de reculer un peu face au pilonnage. C'est ce qu'on appelle la défense élastique pour éviter de trop lourdes pertes, mais les pertes sont déjà importantes. Partons sur le terrain pour retrouver nos deux envoyés spéciales, Claire Cambier et Camille Souhaut. Elles étaient justement là où s'est rendu Volodymyr Zelensky cet après-midi. Et oui, Zelensky est venu cet après-midi à la rencontre des soldats de la 25e brigade aéroportée, brigade qui est en charge actuellement de la défense de la ville de Pokrovsk où nous nous trouvons. Et vous le voyez, certains bâtiments ont été bombardés. Alors ce n'est pas un hasard si Zelensky a choisi cette région du Donbass et cette brigade. Les Russes poussent ici depuis des mois. 324 km² ont été perdus dans cette région de Donetsk sur le seul mois d'octobre. Et la 25e tente depuis le printemps de repousser ici l'ennemi. Alors le but, il est clair pour Zelensky, venir sur le front pour soutenir le moral des troupes qui connaissent une situation très compliquée ici. Il a remis des médailles, des récompenses aux soldats qui se sont démarqués par leur action. Alors pour le moment, Pokrovsk reste aux mains des Ukrainiens. Les Russes sont environ à 7 km, mais on entend clairement ici des tirs d'artillerie, signe que les combats ne sont pas loin. Il y a beaucoup d'habitants qui ont fui. Ils sont aujourd'hui 11 500. Ils étaient plus de 45 000 cet été. Vous avez vu combien de fois Poutine sur le front ?
Gerasimov, Shoigu, Belousov, 0. Zelensky, c'est régulièrement. Et vous pouvez raconter n'importe quoi sur l'Ukraine, mais au moins il assume. Il assume parce que, en fait, venir dans l'endroit où c'est l'endroit le plus dur sur le front et affronter le regard des militaires qui défendent, il faut en avoir, comme ils disent dans l'armée. La présence, on se rappelle Clémenceau allant dans les tranchées, Clémenceau avec son petit bouquet de c'était violette, si ma mémoire est bonne. Ces images-là, c'est pas que de l'image, effectivement. C'est effectivement dans une guerre où il y a tant de gens qui meurent, très important. Et ce qu'on voit aussi dans ces images, si on regarde comment les gens sont habillés, que ce soit le président Zelensky ou notre correspondante, c'est que les températures sont en train de chuter. Donc la vie dans les tranchées, quand il fait froid, est encore plus dure, mais aussi pour la population civile qui est en train d'être privée de son énergie. Là, on entre dans un hiver, c'est le 3e hiver de guerre que les Ukrainiens subissent, avec un rationnement d'électricité et de chauffage qui va être extrêmement difficile, mais qu'ils vont sans doute affronter avec le courage qu'ils ont montré depuis le début. Ce côté suprême sacrifice, regardez, parce que les Russes progressent, mais tout ça est picrocolin. Souvent, c'est un village, un demi-village. On est là dans un village. Son nom, voilà, il s'inscrit en haut à gauche. Je me risque pas. On va demander. Novolexivka. Dans l'oblast de Kherson, c'est plutôt dans le sud du pays. Violence des combats. Quelle est l'arme qui est utilisée ici, Didier François? Là, c'est du drone. Là, ce qu'on voit, c'est l'image tournée par un drone, qui est un drone, oui, c'est ça. C'est un drone qui en fait, c'est un drone qui permet de localiser les tirs et de guider les tirs. Parce qu'on voit arriver les tirs derrière, qui sont des tirs d'artillerie, mais c'est un drone qui localise et qui repère les cibles. Vous voyez, il les cherche, il cherche à les identifier. Ensuite, il transmet les coordonnées de ces cibles identifiées à la batterie d'artillerie qui est à l'arrière, entre 20 et 30 km. Et c'est là que les frappes, les feux, comme on dit, sont appliqués pour détruire les cibles. Stéphane Marchand, pourquoi est-ce si important maintenant de gagner le moindre demi-kilomètre au prix de tant de morts? On va y venir tout à l'heure, c'est peut-être le jour où il y a le plus de morts de part et d'autre. On sait bien qu'il y a une date fatale, c'est le 21 janvier 2025, le moment où Donald Trump prend le pouvoir. Il a annoncé qu'il allait mettre fin à la guerre en Ukraine et qu'il le ferait en 24 heures. Donc on s'attend à des décisions extraordinairement brutales, même s'il nous a habitués à parfois être dans les faits moins brutal et moins cassant que ce qu'il a annoncé. Mais voilà pourquoi tout le monde s'énerve. Et les Russes, finalement, ce sont les Russes qui ont d'une certaine manière beaucoup à perdre aussi, parce que ils savent très bien qu'ils sont probablement au bout de leur rouleau. On dit souvent les Ukrainiens ont du mal à mobiliser, ils ont du mal à envoyer des troupes, etc. Mais les Russes, manifestement, sont dans une situation aussi très difficile. Et les Russes, quand ils pensent au soutien qu'ils reçoivent et au temps qu'ils peuvent durer avec ce soutien-là, ne sont pas forcément très optimistes. On va voir d'autres images de ce fameux village de Novolexivka. Vous le dites beaucoup mieux que moi, Sergueï. Merci beaucoup. Ces images qui ont été diffusées par le ministère de l'armée russe, où on voit ces soldats en action. Donc, regardez ces soldats qui parlent évidemment, et comme toujours, de libération et non de victoire. Ce bataillon du 80e régiment de chars a libéré le village de Novolexivka dans la République populaire de Donetsk. La victoire sera nôtre et l'ennemi sera vaincu. C'est exactement ce que vous disiez. Chaque petite victoire, même qui n'a pas de sens, et aucun sens stratégique, ni même tactique, mais enfin, c'est tout ça de prix avant le 21 janvier. Oui, parce que le 21 janvier, on sait très bien que les discussions difficiles vont commencer. Les Russes, par exemple, savent très bien qu'aujourd'hui, ils n'occupent pas militairement les 4 oblasts, les 4 régions de l'Est de l'Ukraine, qui prétendent avoir annexé, par leur constitution, au territoire russe. Donc eux doivent être très embêtés. Qu'est-ce qui va se passer si le front ne bouge pas d'ici le début des négociations? Que va devenir ces petits morceaux d'oblast? Est-ce qu'ils vont demander à l'Ukraine de les donner en échange de quoi? Mais ça veut dire que concrètement, on va siffler la fin de la partie, en quelque sorte. Enfin, les États-Unis risquent de siffler la fin de la partie en janvier, et puis là, on fera les comptes et on regardera où sont les positions, et puis on risque de... C'est ça qui risque de revenir à chacun des pays? On n'en sait rien. Mais c'est aussi cette crainte, c'est pour ça qu'ils essayent d'avancer. En fait, les Russes croient qu'avec Trump, il y aura ça.
Il y aura ça. Et donc, en fait, plus ils vont prendre actuellement, plus ils croient que ça va rester, parce que Poutine toujours a dit, ça va être jugé par la situation sur le front. Donc plus vous prenez, plus vous avez la possibilité de négocier après. C'est pour ça d'ailleurs que les Ukrainiens défendent aussi les régions, dans la région de Kursk, les territoires, parce que c'est la possibilité après de négocier. Si on relie ça avec le fait dominant de la journée, qui est la livraison, l'accord des Américains pour utiliser les armes à longue distance, relativement longue distance, les attaques MS américains, est-ce que dans ces combats, ça peut aider les Ukrainiens, c'est-à-dire pour frapper là d'où partent un certain nombre d'armes russes? Mais bien sûr, déjà, les fameuses bombes flottantes, pourquoi ils règnent maintenant sur le front? Parce qu'on n'a pas eu les moyens de combattre l'avion qui les apporte. Maintenant, avec cette permission, nous pourrons battre tous ces aérodromes, toutes ces bombes, tous ces avions, comme disent notre militaire. Nous connaissons parfaitement où sont les aérodromes, où sont les avions, où sont les stocks de toutes ces bombes qui nous gênent situation sur le front. Mais nous avons eu les mains derrière le dos et on ne pourrait rien faire. Maintenant, nous sommes libres de le faire. Mais je voudrais attirer votre attention aux mots qu'on utilise, parce que nous parlons beaucoup de négociations et je crois qu'il y a une manœuvre dans l'interprétation de ces mots. Quand Zelensky parle de négociations, en langue ukrainienne, ça signifiait l'entretien et pas les négociations. On ne va pas négocier. Négociation prévoit quelque chose qu'on cède, on trouve un consensus, on trouve un compromis. Zelensky, dans son dernière interview à la radio ukrainienne, il a dit clairement qu'il n'y aura aucun compromis. On entre dans les entretiens et qu'est-ce qu'on attend par la voie diplomatique? C'est que l'Occident va mettre la pression diplomatique. La pression diplomatique, c'est signifier que l'Occident va mettre la pression et la force du droit international et aussi la force et la puissance de l'économie et la puissance militaire de l'Occident. Parce que si on imagine que l'Ukraine va céder un seul millimètre, ça veut dire que ce n'est pas l'Ukraine qui va perdre, c'est le monde démocratique qui va perdre. Écoutez bien et regardez la séquence qui va venir, parce que puisqu'on parle de la violence des combats, de l'âpreté des combats, c'est une séquence extrêmement révélatrice. On se bat vraiment dans la forêt, presque d'armes en armes. Là, on n'est même plus à l'échelle du village, de bosquet en bosquet, et en regardant cette séquence, on comprend à quel point effectivement il y a un sacrifice, c'est le mot que vous utilisiez, de la part des Ukrainiens et d'ailleurs des Russes. Bataillon Azov en action, donc sur ces images, Didier. Oui, alors Toretsk, c'est vraiment, ça fait partie de cette stratégie que je vous ai expliquée tout à l'heure, où en fait ils ont fixé les Russes qui progressent un peu au sud de Prokhovsk, et du côté de Toretsk, là pour le coup, qui est une ligne importante pour garder ces communications et les lignes de ravitaillement, ils ont engagé la brigade Azov, une des brigades d'Azov, qui est une bonne brigade de combat, pour justement la repousser. Les Russes, c'est un des endroits où les Ukrainiens prennent l'initiative. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la séquence? Tout à l'heure, c'est intéressant, le colonel Goya qui a beaucoup mené ce genre de combat, donc il a autorité, disait, il est fort possible, souvent ce sont des séquences tournées, retournées pour la montre. Là il dit non, c'est possible, soit vraiment sur le moment. Oui. Parce qu'en réalité avec la GoPro maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il dit il y a des blessés, il faut que les uns couvrent les autres? Décrivez-nous exactement. Alors en fait ce qui se passe, vous voyez bien que c'est un combat. Alors là, ceux qui sont en vert sont les Ukrainiens, en général en rouge en face, ça sera l'adversaire, mais qu'on voit très peu. On voit les départs, un peu, on voit les positions dans lesquelles ils sont, mais on voit très rarement directement l'adversaire. De toute évidence, c'est une section d'infanterie qui est montée à l'assaut entre, vous voyez là aussi, il y a des espèces de petits talus et pour contrôler ce secteur de la forêt. De toute évidence, ils ont eu des blessés. Donc ils appellent à mettre en place, que des pelotons se mettent en place des feux d'appui pendant que les médics, enfin les gens qui sont formés au premier secours, viennent porter sous le feu les premiers secours aux blessés, puis les extraits de la zone de combat. Et pour ça, évidemment, il faut protéger la zone dans laquelle les blessés ont été touchés. Et vous voyez, ils demandent à des escouades de se mettre en position un peu partout autour pour appuyer de leur feu la manœuvre et la récupération des blessés.
Et vous avez vu, souvent on vous montre la vie aérienne. Donc en fait, l'Ukraine, c'est les grands champs. Et les champs sont séparés par ces en fait, lignes de bosquets. Et en fait, on se bat dans ces lignes de bosquets. Personne ne se bat dans les champs parce qu'en fait, dans les champs, vous êtes exposé, vous pouvez absolument rien faire. Et donc, en fait, tous les batailles se passent dans ces bosquets. Et à chaque fois, en fait, souvent dans ces bosquets, vous n'avez pas le temps de préparer les protections. Et donc, en fait, c'est très, les combats peuvent être très mobiles. Et en fait, les Russes attaquent, les Ukrainiens répondent, les Ukrainiens essaient de les chasser. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en fait, les Russes perdent autant, parce qu'ils poussent beaucoup sans préparer vraiment les abris. Et donc, ils perdent en moyenne, actuellement, plus de 1000 personnes par jour. Vous avez connu, je sais, Oksana, que vous avez des deuils, parfois vous nous l'avez écrit, dans des gens que vous connaissez, etc. Ce type de combats-là sont parmi les plus meurtriers. Oui, c'est pour ça qu'il y a l'Azov qui est là. Parce que Azov, c'est notre kyborg, on dit. C'est les gens qui font de l'acier peut-être, mais aussi ce sont les gens les plus performants. C'est vraiment l'élite de l'armée ukrainienne et on les amène toujours dans les endroits les plus risqués. C'est pour ça d'ailleurs, vous savez, ça montre aussi l'exploit de l'armée ukrainienne. Vous imaginez, on mène toute cette bataille, toute cette guerre sans la présence de l'aviation presque. Presque sans les avions. Tandis que notre adversaire, il y a notre ennemi terrible, il a toutes ces bombes flottantes et tous ces avions contre nous. Et ces gens-là, ils tiennent. Donc chaque fois quand on dit « oui, l'armée ukrainienne recule, oui, il y a une fatigue », je parlerai plutôt de la courage incroyable et incroyable exploit qui fait maintenant l'armée ukrainienne sur le front. L'importance de l'artillerie. Écoutez, les Russes qui prennent des coups. On va voir dans quelques instants, évidemment, ce que subissent aussi les Ukrainiens et notamment des scènes très dures où on voit que l'armée ukrainienne est forcée d'aller par la force chercher des gens au combat qui n'ont évidemment pas très envie de se battre. Mais il y a tous les Ukrainiens qui continuent à se battre. Cette séquence-là sont les Russes qui ont reçu un HIMARS et ils sont obligés de constater les dégâts importants qu'ils subissent. Il ne reste plus rien de la forêt. Regardez le cratère. Le chemin est défoncé. Et voilà tout ce qui reste du grade. Un débris. Les morceaux sont éparpillés. Ce n'est plus qu'un tas de ferraille. Voilà, vous bouchiez les oreilles, ceux qui comprennent le russe. C'est très grossier. Ça veut dire quoi, extrêmement grossier? Oh, mais vous savez, dans aucune langue n'existe pas les mots pareils. C'est vraiment ça tourne toujours autour du sexe et autour de mère de Dieu. Et c'est toujours les mots qui sont très gros et devant les femmes, il ne faut pas les prononcer, par exemple. Le fait que les HIMARS fonctionnent, là, on va dans un instant parler évidemment des attaques MS, mais on se rappelle que les HIMARS, ça a été une bataille gagnée par les Ukrainiens avec des conséquences. On verra ce que ça annonce pour les attaques MS. Oui, absolument. Enfin, honnêtement, la frappe de précision dans la profondeur, c'est fondamental. Surtout quand on a moins d'infanterie et moins d'artillerie. Parce que ça, ils compensent en fait la masse d'obus russes par une extrême précision de leur feu, un excellent renseignement aussi, puisqu'en fait, vous voyez bien que ce qu'ils frappent, ce sont les concentrations de troupes, les postes de commandement, les endroits où sont les dépôts de munitions ou les dépôts de carburant. Donc ils ont des effets qui sont des effets opératifs, si ce n'est parfois stratégiques. Donc vous voyez bien qu'ils sont obligés de jouer... Comme ils ont moins de masse et moins de muscles, ils sont obligés de travailler avec plus d'intelligence. Et c'est ça qu'ils font avec les frappes dans la profondeur. Il y a une incertitude sur les limites qui ont été mises par les États-Unis à l'utilisation des ATACMS. Ils n'ont pas le droit à l'utiliser n'importe où, n'importe comment, quand même. Non. Ils ont une fois de plus des limites. Et deuxièmement, comme le rappelait tout à l'heure Oksana, le grand danger dans les tranchées, c'est les bombes planantes. Donc la logique, on attendrait qu'on leur livre des armes pour abattre les avions. Parce que j'imagine que si on a le droit d'attaquer une base aérienne avec un ATACMS, on a le droit aussi d'abattre un avion russe au-dessus du territoire russe. Et ça n'a pas été dit explicitement, mais c'est ça qu'il faudrait.
Parce que les bombes planantes, c'est ça, le cancer du front pour les Ukrainiens, c'est ça. Vous imaginez l'absurdité de la situation? Vous imaginez la même situation pendant la descente en Normandie, par exemple? Si les Américains interdisent aux Alliés de tirer au tel ou tel endroit, il me semble qu'il faut changer un peu la musique parce que c'est plus possible. Il faut, dans le droit militaire, et je parle sous votre contrôle, dès que l'armement est en armée ukrainien, c'est l'armement de l'Ukraine. Ce n'est pas l'armement ni américain, ni britannique, ni français. Donc c'est un absurde de ne pas permettre de tirer où il faut.